Les gens de la Mouka, c'est vague, mais avec Martin Fayoulou, non. Avec Adolphe Mouzitou, non. Mais si M. Tshisekedi était sérieux et respectait le peuple congolais, il devait demander pardon et même démissionner. Non seulement parce qu'il n'a pas gagné les élections, mais aussi parce qu'il a amené un projet, soi-disant de 100 jours, qui a occasionné le détournement de dizaines de millions de dollars. Et puis la question qu'on se pose, qu'est-ce que ces armées-là sont venues faire sur notre territoire? Quand ils rentrent, est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils sont venus chercher? Émission Yakambangu, info plus, info plus, info plus, aïe 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus, Pona mona bansango ya miziki ya culture pea ma kambonya César kao info plus tala pe mona info plus. Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers notre chaîne Info Plus. Et bienvenue dans votre émission Info Politique. Nous allons parler aujourd'hui de l'arrivée de Martin Fayoulou, président de l'ECD, le président élu. Nous allons également parler de différentes autres questions d'actualité avec notre invité, monsieur Adrien. Il va se présenter et avec lui, nous allons parler également de la situation politique de l'heure. Vous le savez très bien qu'il y a des guéguerres qui se passent avec les différents partis politiques, les plateformes politiques, et nous allons savoir la position de la Mouka ou la position de l'ECD à travers notre invité. Et avant tout, vous le savez très bien, le président Martin Fayoulou a été détenu au niveau des États-Unis d'Amérique suite à la pandémie du coronavirus. Il est retenu là-bas et l'arrivée est annoncée au 1er, d'abord au 2 et au 1er août. Et directement, bonjour monsieur Adrien. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, vous avez suivi, soit vous avez informé au niveau des médias l'arrivée du président Martin Fayoulou. C'était avant tout le 2 août et le 1er août. Pourquoi ces changements de date? Merci beaucoup. En fait, il y a eu une petite confusion. Donc effectivement, la date du 2 août a été annoncée, mais on a dû changer la date au 1er août simplement par rapport à la disponibilité du jet qui devait le ramener, lui et le coordonnateur de la Mouka, au pays. Mais finalement, la date du 1er août a été également changée, simplement parce qu'il y a eu un réaménagement de son agenda. Vous savez que vous l'avez dit d'ailleurs à votre introduction, quand il est arrivé aux États-Unis d'Amérique, il y avait une série de rencontres qui étaient programmées dans son agenda, mais suite au Covid-19, certaines de ces rencontres ont été carrément annulées ou postposées. Et donc maintenant que la situation se relâche un tout petit peu, il y a donc de partenaires importants qui ont voulu donc organiser ces rencontres qui ont été annulées. Et donc ce qui fait qu'il est encore retenu aux États-Unis pour une ou deux semaines. Il a de rendez-vous fermes au niveau du département d'État, il a de rendez-vous au niveau des Nations Unies, il a également de discussions avec certains partenaires, notamment l'USAID et le NED. Donc là, nous demandons à notre peuple de prendre seulement la patience parce que le président élu sera de retour probablement dans une ou deux semaines. Donc nous allons d'ici la fin de cette semaine annoncer une date fixe qui cette fois-là est-ce que ce n'est pas parce que l'espace aérien congolais n'est pas encore ouvert? On a prolongé pour le 15 août. Du tout, donc ce n'est pas ça, ce n'est vraiment pas la raison parce que lorsque la date du 1er a été avancée, on ne savait pas qu'on devait réouvrir l'espace, on ne savait pas qu'on devait mettre la date du 15. Mais il pourrait revenir avant le 15 tout comme après le 15, donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça sera un vol spécial, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Ok, maintenant parlons de la Mouka. Quel est l'état de la Mouka actuellement? Est-ce qu'on peut parler toujours de la Mouka avec les différentes personnalités qui chacun déjà commence à regarder, à organiser son parti,
et se renforcer davantage individuellement? La MOUCA n'interdit pas aux différents leaders d'organiser leur parti. La MOUCA est une plateforme politique ayant des composantes en son sein, donc chaque composante s'organise. La DVU s'organise avec Martin Fayoulou, le MLC Allié s'organise avec Jean-Pierre Bemba, l'Ensemble pour la République s'organise avec Moïse Katumbi, et le Nouvel Élan s'organise avec le Premier Mouzitou. Ce n'est pas interdit. Mais votre question est un peu curieuse parce que vous avez vu une démonstration de force, vous venez de voir une démonstration de force le 13. Vous avez vu le communiqué conjoint signé par les 4 leaders de la MOUCA appelant notre peuple à aller dans la rue pour réclamer une réforme, réclamer l'audit du fichier électoral, réclamer l'audit financier de la CENI, mais aussi l'audit des opérations électorales. Donc vous avez vu le peuple. Oui, il y a aussi une question. À répondre au mot d'ordre de 4 leaders de la MOUCA. Donc de toutes les façons, la MOUCA n'a plus rien à prouver. Donc la MOUCA va très bien. Les 4 leaders continuent à travailler, donc il n'y a pas de souci. Ça sera presque le même engouement lors de l'arrivée du président Fayoulou. Ça sera beaucoup plus, parce que si vous avez été lors de la marche du 13, vous auriez sûrement entendu le peuple en train de réclamer son président, réclamer les commandants qui devaient rentrer. Donc là, déjà le peuple était prêt pour lui réserver un accueil digne de son rang. Mais bon, ça a été postposé, mais je crois que ça sera beaucoup plus parce que ça fait longtemps, il a passé près de 4 mois à l'extérieur du pays. Et son peuple a besoin de le voir. La marche n'a pas eu d'incident. Est-ce que jusqu'à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez aussi remercier ou féliciter le pouvoir actuel qui, par rapport à sa façon de faire les choses? Non, mais il ne faut pas dire que la marche n'a pas eu d'incident. Déjà, au départ, il faut dire que cette marche a été interdite et on n'a pas motivé les raisons de son interdiction. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, moi et un certain nombre d'amis communicateurs de la MOUCA, notamment Prince Epengue, nous étions là déjà à 7h30 et nous avons vu la police en train de disperser le militant qui était là, le peuple qui était là, à coups de gaz lacrymogène. Il y a eu même des jeunes gens qui ont été arrêtés, mais il y a eu des blessés. Il y a un jeune homme qui a perdu pratiquement son bras. Donc ça s'est passé là, des bonhommes, et donc nous n'avons pas à remercier qui que ce soit. Nous sommes sous une dictature, nous sommes conscients du fait que la Kabylie continue. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans ce combat pour déraciner ces systèmes de Kabila qui, du reste, nous apportent que de malheur. Mais cette marche, c'était pour protester contre l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, et vous avez demandé aussi l'audit des fichiers, l'audit financier de la CENI. Est-ce que vous ne voyez pas, vous ne trouverez pas qu'il y a un rapprochement avec l'UDPS qui, elle aussi, demande la même chose? Faux. D'ailleurs, la marche n'était pas pour réclamer, en fait, contester contre l'entérinement de M. Malonda. La marche était pour exiger de réformes institutionnelles, pour crédibiliser les processus électoraux et renforcer l'indépendance de la CENI. La marche, c'était pour exiger l'audit financier de la CENI, plus de 1 milliard de dollars utilisés par M. Nanga, et nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent. Entre-temps, les trésors américains affirme détenir de preuves des détournements de près de 100 millions de dollars dont il est l'auteur. Et nous avons aussi demandé l'audit des opérations électorales. On ne peut pas comprendre, après avoir passé des élections, que 2 ans après, près de 2 ans après, qu'on n'ait pas publié le résultat des élections. C'est extrêmement grave, alors que c'est une contrainte légale. Donc le peuple est allé dans la rue pour ça. Mais vous parlez de l'UDPS. Je crois que plutôt c'est l'UDPS qui a rejoint la MOUCA. C'est l'UDPS qui a rejoint Fayoulou. Parce que déjà au mois de mars, je ne prendrai même pas le mois de mars, avril-mai 2019, M. Fayoulou, président élu de la République démocratique du Congo, avait mis sur la table les propositions de sortie des crises. Dans ces propositions de sortie des crises, il demandait de réformes institutionnelles pour, comme je viens de le dire tout à l'heure, assainir le processus électoral, mais aussi pour essayer de renforcer la crédibilité de la CENI. Donc, à ce moment-là, l'UDPS disait que M. Fayoulou était en train de chercher du travail, vous vous rappelez, alors qu'il n'en était rien du tout, c'était juste pour essayer de crédibiliser les processus
processus et garantir la vérité des urnes, parce que la finalité, c'est la vérité des urnes qui doit être garantie, vérité des urnes qui, du reste, se trouve être une des valeurs en démocratie. Et donc, c'est l'UDPS qui a rejoint, tant mieux, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de revenir, il faut maintenant qu'on se mette d'accord sur comment on va faire, comment on va engager ces réformes. Et nous, au niveau de la MOUCA, nous disons, ça doit être de réformes extra-institutionnelles. C'est pour ça, dans les propositions de sortie de crise, le président Martin Fayulu a proposé la création du Haut Conseil national de réforme institutionnelle pour justement réfléchir au Conseil qui sera composé, bien entendu, de toutes les parties, c'est important, de toutes les parties prenantes au processus, pour force vive de la nation, comme vous aimez bien le dire, pour réfléchir sur les réformes. Et donc ça, c'est important. C'est l'UDPS qui nous a rejoint et il est hors des questions, et ça j'insiste, hors des questions que ces réformes soient opérées au niveau du Parlement, parce que tout le monde aujourd'hui est d'accord, comment dire, y compris l'UDPS, que nous avons un Parlement, une majorité fabriquée. Eux, ils parlent d'une majorité artificielle. Donc, vous voyez, et sur le plan de réforme, et sur le plan de l'illégitimité des institutions, c'est l'UDPS qui nous a rejoints. Et donc, mais ils n'ont pas suffisamment de courage pour continuer leurs réflexions, pour dire que même le président, soi-disant président qui est là, c'est un président artificiel parce qu'il est issu du même processus électoral. Ce n'est pas le dialogue pour le partage du pouvoir, ce sont des discussions, moi je préfère parler de discussions centrées essentiellement sur le réforme engagée pour garantir la vérité des gens. Donc, le président Fayulu avait récemment dit que non, il a pardonné. Et ce pardon a effacé aussi tout le combat ou toute la démarche sur la vérité des urnes. C'est quand même paradoxal. C'est quand même paradoxal. Fayulu n'a pas dit qu'il a reconnu la forfaiture. Non. C'est une question du journaliste et c'était une question précise et la réponse a été précise. Si Martin Fayulu Madidi, en tant que chrétien, avait des problèmes avec M. Tshilombo, il a dit le chrétien a deux valeurs, l'amour et le pardon. En tant que chrétien, Tshilombo, je le pardonne. Mais il faut que, et ça, les gens n'entendent pas ça. Mais il faut que la personne qui a commis la faute puisse aussi demander pardon et se repentir. Et il continue pour dire, pour corriger la forfaiture, voilà les propositions de sortie de crise. La personne qui a oublié le combat pour la vérité des urnes ne peut pas aujourd'hui vous proposer une piste pour organiser les élections de manière anticipée, enfin d'arrêter la forfaiture qui a été réalisée au mois de novembre, décembre, excusez-moi, 2018. Donc le combat pour la vérité des urnes continue. La vérité des urnes, c'est une valeur en démocratie et c'est le combat de tout un peuple. Au finish, au terme de ces combats, excusez-moi, ça sera le peuple qui va recouvrir sa souveraineté et donc c'est un combat que nous n'allons jamais abandonner, que Martin Fayulu n'a jamais abandonné. Est-ce que vous croyez aussi qu'ils vont accéder à cette demande parce que déjà la proposition de sortie de crise a été rejetée à travers des mains? Le président ou le régime actuel n'a pas accepté cette proposition. On l'a rejeté hier, mais on le rejoint aujourd'hui. Lorsqu'on parle de réforme institutionnelle, c'est ça, comment dire, la proposition de sortie de crise. Lorsqu'on parle d'une majorité artificielle, c'est ça la proposition de sortie de crise. Parce que la proposition de sortie de crise, justement, a pour l'un des objectifs, c'est l'instauration des institutions légitimes. Et ça, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Hier, j'étais en discussion avec quelqu'un du FCC sur le plateau d'une télévision. Je crois qu'ils le reconnaissent, mais ils n'ont pas suffisamment de courage pour dire qu'il faut que nous puissions prendre ces propositions de Martin Fayulu et que nous puissions réfléchir parce qu'il s'agit ici de l'avenir de tout un pays. Il ne s'agit pas de posture de tel ou tel autre leader politique. Il s'agit de l'avenir de ce pays. Il s'agit, comment dire, de l'avenir de tout un peuple. Mais le président Fayulu ne s'y reconnaît pas dans l'opposition. Est-ce que cette posture n'est pas aussi de l'opposition tout en niant même ce qui existe ou les efforts fournis déjà jusqu'à ce niveau? Qui a nié les efforts? Il faut nous dire déjà quels sont les efforts qui ont été fournis. Non, le président de la République, déjà, il est ouvert à dialoguer, à discuter avec tout le monde, avec tous ses frères et sœurs. Il vous a dit ça quand? Moi, je ne suis pas au courant. Bon, lors de son discours, il dit qu'il est ouvert à... Non, les discussions au sein des institutions, ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'a rien à foutre, excusez-moi le terme, avec des institutions qui sont illégitimes. On n'en a rien à foutre.
Donc ici, c'est un cadre extra-institutionnel pour réfléchir sur les réformes, c'est tout. Ce n'est pas pour aller voir ses beaux yeux ou ses beaux joues ou son beau corps. Ici, il s'agit de réfléchir sur de réformes. Donc, s'il veut discuter avec les gens pour voir comment ils peuvent le récupérer et les amener à la Kabylie, ça c'est à lui, libre à lui. Mais nous, il est question aujourd'hui de faire des discussions extra-institutionnelles centrées sur les réformes qu'il faut engager pour crédibiliser les processus électoraux et garantir la vérité des urnes lors des élections anticipées qui vont être organisées. Il y a déjà des langues qui disent déjà que non, il y a des contacts avec les gens de la Mouka pour voir, c'est extra-institutionnel aussi, pour voir comment reconfigurer une nouvelle majorité au niveau du Parlement. Les gens de la Mouka, c'est vague, mais avec Martin Fayoulou, non. Avec Adolphe Mouzitou, non. C'est faux. Mais du moins, nous avons vu, même lorsque Jean-Pierre Bemba dit, bon, lui, il est progressiste, donc c'est-à-dire l'ouverture est possible à accepter. Je suis ni Jean-Pierre Bemba, ni son porte-parole. Donc je crois qu'il est là, il a des gens attitrés pour parler à son nom. Oui, mais parlons maintenant de l'ESID comme parti politique faisant partie de la Mouka. L'ESID, qu'en est-il aujourd'hui? Oui, mais l'ESID, engagement pour la citoyenneté et le développement, mon parti se porte, comme on dit en français, comme un charme. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons réussi finalement à installer la dernière province politique dans le Sankourou. Donc, nous sommes installés dans les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Nous avons énormément d'adhésions. Vous savez, comment dire, l'engouement que notre peuple a autour de la personnalité qu'incarne notre leader, Martin Fayoulou Madidi, ce qui fait que nous avons tous les jours de gens qui appellent. Là, pendant que nous étions en train de discuter, avant de commencer l'émission, vous avez vu que j'ai remis mon téléphone à un de mes collaborateurs, simplement parce qu'il y a des gens qui appellent de Boukama dans le Olomami, parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait là-bas. Donc, nous sommes en train maintenant d'occuper des territoires de l'arrière-pays. Donc, le parti se porte très bien et nous sommes organisés, nous sommes prêts, engagés véritablement dans le combat pour le recouvrement de la souveraineté de notre peuple. Donc vous avez dit la Mouka, excusez-moi, l'ESID est déjà partout à travers le pays, dans les 26 provinces. Est-ce que l'ESID a lui-même aussi, avec le président Fayoulou à l'occurrence, peut continuer à dire que non, écoutez, demain on arrête avec ces processus, nous on continue le combat de la vérité des urnes, c'est-à-dire jusqu'en 2023, c'est-à-dire vous n'êtes pas partant jusqu'à 2023. Non mais je n'ai pas compris, on arrête quel processus? Oui, parce qu'aujourd'hui, ESID, aujourd'hui la DVU, la Mouka, nous sommes engagés dans le combat pour la vérité des urnes. Je vous ai dit que la proposition de sortie de crise vise la vérité des urnes. La vérité des urnes ne veut pas dire Fayoulou. La vérité des urnes ne veut pas dire Mouzitou. La vérité des urnes ne veut pas dire Jean-Pierre Bemba ou Moïkatumbi. La vérité des urnes veut simplement dire le respect de la volonté du souverain primaire tel qu'exprimé dans les urnes. C'est ce que ça veut dire. Et ça n'existe pas dans notre pays. Voilà pourquoi les propositions de crise prévoient des réformes pour crédibiliser les processus, renforcer l'indépendance de la CENI, en sorte que lorsque les élections que nous voulons anticiper seront organisées, que la vérité des urnes soit garantie, c'est-à-dire que la volonté de notre peuple, qui du reste se trouve être le souverain primaire, soit respectée. C'est ce que ça veut dire. Donc, ces combats-là, c'est notre combat. Vous êtes avec moi dans la salle, quand vous soulevez votre regard, vous regardez des panneaux dans le bureau, on vous dit la vérité des urnes, expression de la souveraineté et de la dignité d'un peuple, la vérité des urnes, un principe et une valeur de la démocratie. C'est notre combat, c'est notre leitmotiv. Oui, c'est ça le combat, mais si l'autre, ou soit les autres n'accèdent pas à ces combats, ça veut dire que vous allez faire quoi? Croiser les bras? Nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Comment on va croiser les bras? Nous allons continuer ces combats. En fait, je voudrais que les gens comprennent que lorsqu'on dit que la vérité des urnes est un principe et une valeur de la démocratie, ça veut dire que sans cette vérité des urnes, on ne parlera jamais de la démocratie. C'est que nous avons vécu dans ce pays. En 2006, en 2011 et en 2018, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Kabila qui a remplacé les souverains primaires, qui est notre peuple. C'est-à-dire, à chaque fois que le souverain s'exprime aux urnes, c'est lui qui décide à sa place. Il s'aborde la volonté du peuple ici des urnes pour imposer sa propre volonté. Voilà pourquoi nous disons qu'en démocratie, ça ne se passe pas comme ça. En démocratie, c'est le peuple qui décide.
D'où nous devons, en tant que peuple, mener ces combats pour que le peuple recouvre sa souveraineté, de sorte que lors des élections, je répète que nous de la Mouka, nous voulons anticiper que le souverain primaire s'exprime et qu'on puisse respecter sa volonté, respecter son expression. C'est ça le combat. Donc la vérité des urnes, c'est une valeur, c'est un combat qui transcende les considérations, personnelles. C'est pour asseoir une véritable démocratie et que notre peuple soit respecté. Parce que ce soit en 2006 ou en 2011 ou encore en 2018, à chaque fois le peuple, après la proclamation des résultats, n'est pas satisfait parce qu'il dit les personnes que nous choisissons pour diriger à notre destinée ne sont pas ceux qui ont le pouvoir. Il y a donc pas de vérité des urnes. C'est ça le sens du combat que nous sommes en train de mener. C'est ça le sens du combat que Martin Fayulu mène aujourd'hui. Donc alors quelles sont les prochaines actions? Parce que lorsqu'on parlait du 1er août et le 2, c'était pour organiser de messes d'action de grâce en mémoire des victimes. Non, le 2, en fait, le 1er août, le président de la République devrait, avec le coordonnateur de la MOCA, devrait rentrer au pays. Mais ça a été annulé pour se poser à une date ultérieure. Mais la date du 2 a été, déclarée par le président élu Martin Fayulu lors de son discours commémorant le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale. Le 2 août a été retenu comme date où nous allons commémorer les génocides du peuple congolais. Et donc, il est prévu des activités aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Donc, dans le province, à Kinshasa et dans le pays étranger, partout où les Congolais se trouvent, le 2 août, des activités vont être organisées pour graver dans le mémoire collectif le fait que nous sommes un peuple en danger. Et il faut que nous puissions aujourd'hui se lever comme un seul homme, comme un peuple digne de ce nom, pour non seulement protéger l'intégrité de notre territoire, mais protéger nos vies et la vie de nos enfants. Donc, à Kinshasa, il est prévu de messes d'actions de grâce et de conférences. Il y aura suffisamment de précisions sur la manière dont les choses vont être organisées, en tout cas au niveau de Kinshasa, en rapport avec la commémoration justement de cette journée de génocide du peuple congolais. Donc, à l'intérieur, les gens s'organisent. En Europe, aux États-Unis, là où se trouvent nos leaders, les gens également s'organisent. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas. Ouais, il y a pas oui, il y a vous pas avez parlé du génocide. Expliquez un tout petit peu. Parce que jusque-là, on n'a jamais déclaré un génocide en République démocratique du Congo. Le génocide a bel et bien eu lieu. Nous avons perdu aujourd'hui plus de 6 millions de nos compatriotes. Ça, ce sont des statistiques qui sont restées figées, hein, parce que les morts continuent. Vous avez appris que dernièrement, 220 morts. Tout à fait, au Sud Kivu, on a tué 200 personnes. Ça continue, c'est tous les jours comme ça. À Ituri, à Beni, à Butembo, à Rutshuru, les gens continuent à mourir. Donc, vraisemblablement, il s'agit d'un génocide de tout un peuple. Et donc, nous devons sonner la sonnette d'alarme pour que notre peuple reste vigilant et que nous puissions barrer la route à tous ceux qui veulent voir le Congo disparaître. C'est-à-dire, ça aussi, c'est le message pour lutter, pour être vigilant contre la balkanisation du pays. C'est ça, la balkanisation, la finalité, c'est la balkanisation. Parce que lorsque ces messieurs ou lorsque ces barbares arrivent sur notre territoire, massacrent des villages entiers, brûlent des maisons et chassent les survivants et occupent ces terres-là, c'est ça la balkanisation. Donc la balkanisation est en route et donc la lutte contre la balkanisation fait partie justement de combat. Alors qu'est-ce que vous allez dire par rapport aux efforts fournis déjà jusqu'à aujourd'hui par les FARDC et qui sont en train de traquer ces malfrats, les rebelles qui sont en train de déranger nos territoires, nos frontières? Aucun effort de fourni parce qu'à l'heure actuelle, on nous dit qu'il y a des armées étrangères qui occupent notre territoire. L'armée sud-soudanaise, l'armée, tanzanienne, on nous dit qu'elle commence à angolaise, ougandaise, burundaise, zambiaise, même, centrafricaine. Alors, vous me parlez des efforts fournis par le FARDC. Je me demande quel effort parce que le pays, pratiquement, n'existe que de nom. L'armée congolaise a la mission de protéger l'intégrité du territoire national, mais vous savez que cette intégrité du territoire national, à l'heure actuelle, est violée. Donc vous parlez d'efforts, et moi je me demande quel effort. Mais il y a des efforts fournis, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de ces militaires ou soit de ces soldats étrangers dans notre sol. C'est déjà un effort au niveau diplomatique également. Non, l'armée ougandaise est toujours là.
L'armée rwandaise est toujours là. L'armée sud-soudanaise est toujours là. L'armée centrafricaine est toujours là. Non, il y a eu déjà des retraits, il y a eu toute une discussion. Nous avons appris, comment dire, qu'il y a eu le retrait de l'armée zambienne, tanzanienne ou zambienne, quelque chose comme ça, mais les autres armées sont là. Mais le problème est beaucoup plus grave. Le problème est beaucoup... Et aussi au niveau de l'infiltration de notre armée. Nous avons une armée filtrée. Avec le brassage, le mixage, tout ce qu'on a connu, on nous a ramené des étrangers qui aujourd'hui plombent l'efficacité de l'armée congolaise. D'où le sens de réforme qu'il faut engager pour purifier cette armée-là, en fait nous puissions avoir une armée véritablement, comment dire, congolaise, qui sera en mesure de protéger le territoire national. Donc, et puis la question qu'on se pose, qu'est-ce que ces armées-là sont venues faire sur notre territoire? Quand ils rentrent, est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils sont venus chercher ici? Bon, ce sont des questions qu'il faut se poser aussi après. C'est peut-être aussi par rapport à cette ambiguïté au niveau des frontières, parce qu'on dit au niveau de Kasumbalesa, on ne sait pas quelle est la frontière qui sépare la RDC et la Zambie. Non, ça c'est un faux débat, parce que les frontières de la RDC sont connues, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est 1884. Oui, donc par rapport aux dispositions. S'il vous plaît, non, mais bien sûr je veux bien, ça c'est un faux débat. Moi je suis allé à Kayemba, quand l'armée angolaise a envahi Mbwanda. Je suis allé personnellement chercher la fameuse borne 24 qu'on a déplacée et qui aurait des problèmes de frontières. Le problème, la réalité c'est quoi? Notre État est faible. Il n'est pas organisé. Mais un État faible dans une terre pleine de richesses. Alors, le pays voisin sont en train d'envier nos richesses, instrumentalisées par un certain nombre de firmes internationales et même de pays occidentaux. Alors, ayant un État faible, nous sommes incapables de protéger nos richesses. C'est ce qui nous arrive, c'est ça le problème. Et voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, le défi, c'est doter la République démocratique du Congo d'une armée véritablement nationale, une armée forte, équipée, formée et dissuasive. Et ça, ce n'est pas avec tous ces généraux au service de l'ennemi et tous ces militaires qu'on nous a amenés, militaires étrangers qui aujourd'hui compromettent l'efficacité de l'armée congolaise. Donc voilà pourquoi le réforme au niveau de l'armée s'impose pour que nous ayons une armée, comme je venais de le dire tout à l'heure, véritablement nationale. Mais il y a déjà des changements au niveau de l'armée. Il y a eu des changements. Le John Numblé n'est plus à l'inspection générale des FARDC. C'est déjà... Non, mais le fait que vous nommez les généraux ne veut pas dire que l'armée devient équipée, ne veut pas dire que le militaire devient formé, ne veut pas dire qu'ils sont bien payés, ne veut pas dire que nous sommes plus infiltrés. Le problème est beaucoup plus profond. Et puis, parlant des nominations, mais il y a des généraux aujourd'hui qui sont sous sanction de l'Union européenne, des États-Unis, qui se retrouvent dans ces nominations-là. Oui, on se manque de qui? Bon, le président Félix Tshisekedi disait que non, il y avait d'autres informations qui n'avaient pas accès. Alors aujourd'hui, il a accès à ces informations. Par conséquent, il y a eu des excès. C'est-à-dire une sorte d'acharnement contre ces... Malheureusement, il n'a pas le courage pour dire que je ne suis pas celui qui décide de la mise en place au niveau de l'armée. Il le fait. M. Kabila veut voir ses hommes au sein de cette armée-là. Il n'a pas le choix, il le fait. Parce qu'il est là par la volonté de M. Kabila. C'est ça la vérité. Et il ne peut pas le dire parce qu'il n'a pas le courage de le dire. Bon, c'est la réalité. Nous avons que ces généraux, on ne peut pas chercher ailleurs, par exemple. Non, mais ce ne sont pas les seuls généraux qui sont compétents, qui ont l'expérience. Ce ne sont pas les seuls. Oui. Merci beaucoup, chers internautes. Vous êtes en train de suivre notre entretien avec M. Adrien, le communicateur de la MOUCA, membre ou cadre de l'ECID. Pour chuter, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission, nous allons parler un tout petit peu de la question de la corruption. Il y a quand même des avancées à ce niveau. Il y a une création des agences, il y a une multiplicité des organes pour lutter contre la corruption. Là aussi, c'est déjà une avancée par rapport à la lutte contre la corruption. Mais qui a instauré, qui a renforcé, parce que là, il faut quand même être juste, la corruption existait avant que M. Tshisekedi occupe provisoirement ce siège. Mais qui a renforcé cette corruption? C'est lui-même, M. Tshisekedi. Vous avez suivi, comment dire, en Europe, ces messieurs affirmaient clairement et sans gêne que la rétrocession, excusez-moi, était normale.
Lorsque l'affaire de 15 millions a éclaté, il a trouvé que c'était normal. Peut-être vous avez pris ces propos à l'envers parce qu'il a dit que non, c'est une réalité dans notre pays et que c'était à combattre. Non, non. Peut-être ça. Il a dit clairement que ce n'était pas une corruption, c'était de la rétrocession, c'est cet aspect des choses dont je évoque actuellement. Mais qu'à cela ne tienne, mais si M. Tshisekedi était sérieux et respectait le peuple congolais, il devait demander pardon et même démissionner. Non seulement parce qu'il n'a pas gagné les élections, mais aussi parce qu'il a amené un projet, soi-disant de 100 jours, qui a occasionné le détournement de dizaines de millions de dollars de l'argent de Congolais. Mais il n'a dit aucun mot. Aucun mot. C'est le 100 jours de M. Félix Tshisekedi qui occasionne le détournement de plus de des centaines de millions de dollars. Et le monsieur ne dit mot. Il ne dit rien. Alors, maintenant, est-ce que le problème, est-ce le problème de créer des structures? Nous n'avons pas de structures dans ce pays. L'inspection générale de finances existe, la Cour de compte existe. Il y a des instruments aujourd'hui qui permettent à l'État de pouvoir contrôler les finances publiques, lutter contre la corruption. Le problème, ce n'est pas les structures, le problème, c'est la volonté politique. Le problème, c'est le système. Il a fait alliance avec un système prédateur. Lui-même est devenu prédateur. Les Congolais ne sont pas naïfs. Rien ne se passera dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui veut stabiliser l'économie du pays, lutter contre la corruption, puisse être... Il est capable de toucher aux réserves d'échange pour financer un projet bidon. Voilà, donc il n'y a pas une volonté politique pour mettre fin à la corruption. D'ailleurs, il n'en a pas le moyen. Il n'en a pas les moyens parce qu'il est pris en étau par ses alliés du FCC qui l'ont conduit au pouvoir. Et il ne peut que travailler avec les gens qui sont à la base, qui ont instauré ce système en République démocratique du Congo. Donc ce n'est qu'un leurre. Ce n'est qu'un leurre, comme disent les Quinois, ma fout en tabac. Mais la réalité, c'est qu'il est incapable d'apporter quoi que ce soit dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur Adrien. Je rappelle que vous êtes communicateur de la MOUCA. Vous êtes le cadre au niveau de l'ECD. Merci, chers internautes, vous qui nous avez suivis à travers le monde. Vous avez suivi également que l'arrivée du président Fayulu à Kinshasa est reportée pour une date qu'on va annoncer dans les jours à venir. Et quant à moi, je remercie celui ou ceux qui étaient derrière la caméra. Je remercie Moustapha Malembe, je remercie tout le monde et je vous dis bye bye à la prochaine occasion. Émission Yakambangu, info plus, aïe 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César kao info plus tala pe mona info plus.